Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en fin d'après-midi ici même à Bassin-Labou pour parler politique. Oui, on va parler politique dans cette émission Zigzag comme chaque semaine sur Canal Austral bien entendu. On a avec nous quelqu'un, vous le connaissez ici puisqu'il a fait partie de paysages un petit peu associatifs, pourquoi pas politique aussi. En tout cas, on va parler politique avec lui, il s'appelle Monsieur Samuel Moine. Comment ça va Monsieur Moine? Bonsoir, ça va. Merci d'être avec nous, Monsieur Moine, un endroit que tu connais bien, puisque de temps en temps, tu fais un petit tour par un grand détour du côté de Bassin-Labou, ici. En tout cas, on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous, parce qu'on va parler un peu politique, et on va parler de la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est-à-dire votre engagement à la République en marche, il faut dire, hein, à Emmanuel Macron. Hein. Explique-nous un petit peu, comment c'est arrivé cette association entre Samuel Moine et la République en marche? Alors, je souhaite d'abord dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à la Réunion qui nous écoute, au monde. Mais Jean-Claude, si vous permettez, je souhaite un préalable de manière exceptionnelle dans votre émission de ce soir. Oui. Parce que non seulement votre télévision, votre organe de télévision prendra date, mais aujourd'hui, 1er mars, va rentrer dans l'histoire. Pas simplement l'histoire de la Réunion, mais l'histoire du monde. Parce que cette date d'aujourd'hui, ce 1er mars, c'est une date historique pour l'Europe. Et c'est ce jour que vous avez choisi pour m'inviter de prendre la parole sur vos antennes. Alors, quand on parle de l'Europe, hein, et de ce 1er mars, je suppose que vous voulez tout de suite faire allusion à ce qui se passe en Europe. Je veux adresser un message au peuple ukrainien pour dire à Poutine qu'il fait erreur, qu'il est dans l'erreur. Parce que le message que les Européens ont adressé à Poutine aujourd'hui, il est hyper significatif. Que dit l'Europe? Poutine fait preuve de terrorisme géopolitique. Ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé. Mais c'est dire à quel point, jusqu'à quelle hauteur les pays européens se sont engagés aujourd'hui par rapport à cette situation de l'Ukraine, puisque c'est Poutine qui, aujourd'hui, fait verser le sang des Européens. On est retourné, on est revenu à un temps qu'on pour croyait... l'instant, monsieur Samuel Moine, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'Ukraine n'appartient pas encore à l'Europe. Hein. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Hein. On est bien d'accord. Hein. Aucun Français n'est mort pour l'instant, aucune personne du pays, du peuple européen. On me reprendra si on veut. Voilà. Les historiens le diront plus tard. Poutine fait verser le sang en Europe alors qu'on croyait que ce temps est révolu. C'est un retour en arrière. Donc, mon souhait, et c'est le message que je souhaite adresser au peuple ukrainien et à son président, pour leur dire de ne pas céder. Ne cédez sur rien, peuple ukrainien. Soyez fort, comme votre président. D'ailleurs, très courageux, et un sens de responsabilité exemplaire. Je suis il a joué le rôle de président avant même d'être président. C'était un acteur aussi avant. Hein. Entre jouer un rôle, et là, il est dans la réalité. Entre la comédie et la réalité, vous-même, vous avez franchi le pas. Bon, bien sûr, mais on n'est plus dans la comédie. Poutine pensait que le président de l'Ukraine va peut-être s'exiler aux États-Unis, en Angleterre, sous couvert diplomatique. Par exemple, non, il est resté là, il est caché dans des bunkers parce qu'il est l'homme à abattre, le numéro 1 de Poutine, hein, sur la liste de l'homme à abattre, des hommes à abattre en tout cas, hein, lui le numéro 1, et il reste. Mais est-ce que le fait de ne pas capituler comme ça, ça ne va pas engendrer encore des morts et des morts, parce que là, aujourd'hui, l'Ukraine donne ses morts, hein, que ses morts militaires et ses morts civiles. Là, on est aux alentours de 350 morts civiles, alors que la Russie, il y a beaucoup de morts aussi, hein, mais la Russie ne donne pas ses morts actuellement, ne donne pas le nombre de ses morts. Lorsque je vous entends, Jean-Claude, vous me donnez l'impression ou le sentiment que vous défendez
la folie, la perfidie. Non, je ne défends pas la folie. Je me fais l'avocat du diable pour faire en sorte que le débat avance. Cet avocat du diable, me donne l'impression. Non. Quand vous dites, monsieur Moine, que la Russie va intervenir sur l'Europe. Moi, je ne parle même pas de la Russie. Moi, je parle de Poutine. Mais Poutine, c'est la Russie. Poutine, c'est la Russie. C'est intrinsèquement lié de toute façon. Vous voulez que je vous fasse une révélation? Oui, vas-y. Le peuple russe, la population de Russes, comme le peuple de France, sait aujourd'hui ce qui se fait en Ukraine. Contrairement au peuple russe, en Russie, on ne sait pas que, la population de Russie ne sait pas que Poutine a engagé la Russie en guerre contre l'Ukraine. Pourquoi? Parce que M. Poutine, c'est le maître absolu en Russie. Il contrôle tout, même les toilettes. Et donc, les médias, pour ce qu'on appelle médias en Russie, la presse, la radio, la télévision, ne parlent pas de cela. Et pour ceux qui sont en pointe avec vos outils que vous avez aujourd'hui, eh bien, le peuple de Russie commence à... Alors là, je ne sais pas si c'est une information ou si c'est de l'intox, à se diviser. Bien parce sûr, que surtout pour les ceux jeunes, qui ont les informations, les jeunes. On a l'impression qu'on leur cache quelque chose. Surtout les jeunes. Les anciens, ils sont pro-Poutine de toute façon. Ils ont connu la guerre froide de 1947 à 1991. D'ailleurs, ils ont connu tout ça avec les Américains. Mais on se demande, est-ce que c'est pas là une guerre plutôt avec les Américains qu'avec l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est un petit peu le bouc émissaire là-dedans. Le bouclier de l'URSS, enfin l'ex-URSS de la Russie. C'est pour ça que je parle de Poutine. Vous êtes un génie parce que vous savez ce qui se passe dans la tête de Poutine. Je ne me mettrai jamais à imaginer un seul instant, moi, ce qui se passe dans sa tête parce que ce serait vraiment difficile. Poutine est, je crois, le premier homme sur Terre qui ressemble à Hitler, Adolphe. On ne peut pas savoir comment il peut réagir d'un instant à l'autre. Et donc, savoir quelles sont les raisons, ce qui le motive, serait déjà loin de comprendre ce qui pourrait se passer. Bon, il n'est pas trop comme il dit, parce qu'il dit que les Ukrainiens sont des nazis. Il veut éradiquer les nazis ukrainiens. Donc, du coup, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire parce qu'en Russie, actuellement. Ça leur rappelle bien des choses. Et c'est pour ça que c'est paradoxal. Parce que eux, qui doivent bien se rappeler ce que c'est que le nazisme, ou ce que ces opérations de nazis ont provoqué dans le monde et ce que ça a généré, eh bien jamais une perfidie de telle sorte n'aurait dû venir de ce pays-là. Mais comme c'est un monstre qui le dirige, j'ai dit tout à l'heure, Adolf Hitler, nul Poutine. D'accord. De toute façon, Poutine n'aime pas les Allemands et pourtant, il ne peut pas s'en passer de l'Allemagne. Parce que vous savez, ce qui fait vivre la Russie, c'est le gaz qui vend à l'Allemagne. C'est le gaz qui vend, non pas seulement à l'Allemagne, à l'Europe, mais dans les 100% de gaz qui vend à l'Europe, 60% est consommé par les Allemands. Et pourquoi? Parce que les Allemands ont abandonné les centrales nucléaires et donc actuellement, ils n'ont pas le choix de faire de l'électricité avec le gaz qui vient du nord de la Russie. Alors que la France, lui, elle a des centrales nucléaires et elle dépend moins parce que seulement 20% du gaz qui sort de Russie est consommé par la France. Donc, si la France fait un boycott du gaz, la Russie va perdre 20%. Par contre, si l'Allemagne fait un boycott, lui, non seulement la Russie va perdre ses 60%, mais ici, l'Allemagne va perdre aussi toute sa matière première pour faire de l'électricité, pour chauffer tout son personnel. Donc, du coup, quand on parle de guerre de méthode et de guerre de guerre commerciale, de sanctions économiques, c'est à double sens parce que si on fait des sanctions économiques à la Russie, c'est aussi l'Europe qui va en pâtir parce que l'Europe a besoin
c'est vrai que la Russie n'a pas énormément de produits manufacturés, à part que le gaz qui vend un petit peu de son pétrole et surtout ses armes, parce que le PIB de la Russie, c'est 1500 milliards d'euros pour à peu près 150 millions de personnes. Hein. Oui, la France, c'est 67 millions de personnes et c'est 1300 milliards. Donc là, la France produit beaucoup plus en termes de PIB que la Russie. Et la Russie utilise tout son argent pour les armes. Hein? Parce que le blé qu'il a, oui, parce qu'il paraît que si la Russie nous coupe le blé, eh ben on mangera plus de pain, mais à défaut de pain, on mangera du riz. C'est pas grave. Puis la France produit quand même assez de blé pour nourrir sa population, hein, mais les autres pays en Europe, non. Hein? Ben, c'est peut-être la Chine, on va dire que la Chine a des problèmes avec la Russie, mais la Russie, bon, la Chine, c'est un pays qui est limitrophe à la Russie, mais la Chine s'en fout de la Russie. La Chine n'a rien à gagner avec la Russie. La Russie a gagné avec la Chine, avec cette fameuse route de la soie, par exemple, qui va passer sur la Russie. Hein, la Russie ne vend que 15% de son gaz à la Chine. Donc la Chine n'en a pas besoin, tout ça. Donc si aujourd'hui Poutine attend que Xi Jinping vienne l'aider, ben, il pourra peut-être encore attendre, hein, parce que Xi Jinping a plus à gagner d'un point de vue commercial avec l'Europe qu'avec la Russie. On est bien d'accord. Donc du coup, on va pas s'attarder encore là-dessus, parce que sinon on va pas en finir, on va en parler. Bien, on va arriver avec une transition qui est la raison pour laquelle vous êtes là, Monsieur Samuel Mann. C'est de pas parler de Monsieur Emmanuel Macron, hein, qui devrait, en fin de semaine, là, on est le 1er mars, l'émission va être diffusée samedi, mais je pense qu'on va essayer de la diffuser aussi avant le 4 mars, parce qu'à partir du 4 mars, Monsieur Macron n'aura plus le choix de dire non, je ne viens pas au présidentiel, ou oui, je viens au présidentiel, puisque la date limite de son inscription à sa candidature est le 4 mars. Ne vous inquiétez pas pour ce qui concerne le président Emmanuel Macron. N'ayez pas d'inquiétude, il sera candidat à l'élection présidentielle. Ceux qui en doutent, c'est de circonstance. Mais il n'y a pas un Français aujourd'hui qui pourrait imaginer un seul instant que cet homme, ce chef de guerre européen, cet immense personnage présidentiel, Emmanuel Macron, peut ne pas se présenter. D'ailleurs, en tout cas, c'est pas les 500 signatures qui vont l'empêcher. Les questions qu'on vient d'évoquer, ou la question qu'on vient d'évoquer en parlant de Poutine et donc de la Russie, donne encore du blé pour dire à la France que s'il y a une chance que la France reste debout dans ce monde en pleine dérision, ce serait avec Emmanuel Macron. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'après avoir parcouru tout ce chemin-là, après avoir traversé toutes ces épreuves, pris la dimension qu'il a pris sur le plan international, sous les couleurs de la France, il peut abandonner aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Donc, cette semaine même, vous pourrez être surpris. Ce ne sera pas une surprise. Il va annoncer sa déclaration de candidature. D'accord, donc, mais ce problème, parce qu'on revient toujours, on tourne en rond, mais on atterrit toujours au même endroit, ce problème avec la Russie et l'Ukraine arrive peut-être au mauvais moment pour le président. Non seulement il avait tout ça à gérer en tant que président de la République, mais aussi en tant que président de l'Europe. Il a pris les pouvoirs au 1er janvier 2022 comme président de l'Europe. Un président tournant, hein, si ça dure encore quelques mois, il ne sera plus président, parce que c'est une présidente tournante, l'Europe, hein, 6 mois. Hein? Et ça arrive que 12,5 ans dans la vie d'un président français. Hein, puisque vous savez que comme c'est un président tournant, ça dure 6 mois et il y a 24 pays de l'Europe, donc du coup il faut attendre son tour tous les 6 mois. Hein, donc ça veut dire que dans 6 mois il ne sera plus président. Sauf que ça a mal tombé pour lui parce que ça a tombé juste dans la période où il y a les élections présidentielles. Est-ce que, d'après vous, M. Moine, il aurait dit oui j'accepte ou non je passe mon tour et j'attends encore 12,5 ans plus tard? Jean-Claude, je vous ai dit dans la préparation de cette émission que votre télévision non seulement prend date, mais ce jour sera une date pour votre média à La Réunion.
Parce que la question que vous soulevez là, elle dit quoi? Elle dit deux choses significatives. D'abord pour la France, ensuite pour l'Europe. Mais pour la France, c'est une opportunité qu'Emmanuel Macron saisit de présider cette organisation durant les 6 mois de cette année. Il ne sera plus 6 mois. Bon. S'il n'est pas élu, il ne peut pas être président. Donc, disons que je n'ai pas de doute pour sa réélection. Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est là que je veux mettre le doigt. Il a fallu un homme comme Emmanuel Macron pour que l'Europe renaisse. Ça, c'est quelque chose qu'aucun Européen, et surtout nous autres Réunionnais, ne devrions oublier. Ça doit entrer dans les têtes de chaque individu. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine nous concerne directement. Et le chef diplomatique, le grand diplomate Emmanuel Macron, a occupé sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Et quand je parle, j'ai dit deux choses. La France, l'Europe, la France. Pourquoi la France? Parce que voilà, vous me donnez l'occasion de montrer et d'envoyer un nouveau message à l'Ukraine, au peuple ukrainien et à leur président. Poutine, et je souhaite que les Réunionnais m'entendent bien, et que le peuple de France m'écoute. Poutine nous donne une occasion extraordinaire de montrer l'unité, la force de l'unité, la force de la démocratie. C'est soit la démocratie, soit l'autocratie. Ce n'est pas Poutine qui dicte son agenda à la France. Ce n'est pas Poutine qui dicte son agenda aux Français. L'élection présidentielle aura lieu. Et pourtant, lui, Poutine ne l'écoute pas. Il a voulu se servir. Quand il y a eu dernièrement la réunion entre Poutine et le président sur la grande table où Poutine était à 20 mètres plus loin, le président était de l'autre côté. Quand il est sorti de là, le président Macron, il a bien dit, Poutine m'a écouté, le lendemain, il y a eu la guerre. Ce n'est pas là le propos. Est-ce que Poutine l'a écouté? Ce n'est pas là le propos. Je souhaiterais que la Réunion, la France, entendent bien ce message. Il est significatif de portée. Pourquoi? Parce que une des erreurs de Poutine, c'est d'avoir instrumentalisé cette affaire pour que l'élection présidentielle en France non seulement n'ait pas lieu, mais qu'au cas où elle aurait lieu, eh bien, il fasse avancer ses pions. Non, donc, je pense pas. Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine le lendemain des Jeux Olympiques de la Chine pour ne pas se mettre à contre-pied avec la Chine. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez de la chance de savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine. Non, vous êtes un génie. Non, c'est pas ça. Mais il suffit qu'on écoute et qu'on... Moi, j'ai écouté son discours qui était en russe et qui était traduit en français, qui a duré 3 heures. Je suis resté 3 heures devant. À un moment donné, il a dit que si on vient m'emmerder, j'ai ce qu'il faut à l'arrière pour vous empêcher de m'emmerder. Oui. Il a dit ça. Oui. Et il a dit aussi dans son grand discours que de toute façon, ce qui arrive à l'Ukraine, et ben, si ce n'était pas aujourd'hui, ce n'était pas demain, ça aurait obligatoirement arrivé. Pourquoi? Parce que quand le président Macron était avec lui, le président aurait pu lui dire dans la négociation, on ne va pas élargir le temps à l'Ukraine, on va temporiser encore un petit peu. Laisse-moi régler mon problème avec la France. Je vais être président encore pour la deuxième fois. Pourquoi vous me faites ça? Ils étaient tous les deux. Ils pouvaient au moins discuter de ça. Attends que j'ai fini mes élections. Après, vous faites la guerre. Faites comme vous avez fait là. Regarde comment il a fait avec la Chine. Il a laissé les Jeux Olympiques et tout ça passer. Et ensuite, il a commencé à faire sa guerre à l'Ukraine. Eh ben, le président Macron aurait pu lui dire, ne m'ennuyez pas. Mais je ne suis pas là pour vous ennuyer, je suis le président d'accord de l'Europe, actuellement je ne vous ennuie pas, mais m'ennuyez pas parce que moi là dans 3 mois je serai peut-être plus le président de l'Europe, mais par contre si je suis réélu en tant que président de la France, je suis encore là pour 5 ans. Donc du coup c'est peut-être des négociations qui se fait en off, qui sait, mais en tout cas Poutine l'a pas écouté.
Poutine ne l'a pas écouté. Voilà. Mais Jean-Claude. c'est vrai que on Jean-Claude. parle que de la Russie, mais on parle pas vraiment de la. Les gens ont envie de nous écouter là, parler de la France, Mais hein, je de peux Macron répondre avec la France. Je peux répondre? Oui. Ah, je peux répondre. Après, Si vous on voulez passera à autre consacrer chose. l'émission On passera à à la autre chose parce Russie, que la Russie, c'est on votre en a problème. assez, hein. Voilà. Poutine n'a pas à imposer son calendrier ni à la France, ni à l'Europe, ni au monde. Et je vous le dis encore une fois, de ruse, et joueur qu'il est, là, il s'est planté totalement. Il ne gagnera pas. Mhm. Le peuple ukrainien, non seulement est debout, il est soutenu partout dans le monde aujourd'hui. Des gens se lèvent, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, pour dire stop à la guerre. Il pourra toujours aller, entrer, mettre la main sur l'Ukraine, mais il en sortira parce qu'il ne pourra pas contrôler la situation. C'est facile d'aller en Ukraine avec son armée, c'est très facile. Mais y rester, lui serait impossible. Mais il veut pas tout, il veut seulement un petit bout de la Impossible. Crimée et puis ça Et lui donc- conviendra. Et donc, Hein. comme Et peut-être un je petit vous peu de ai- la Donbass de l'autre côté, mais il est peut-être pas assez gourmand pour aller vouloir tout l'Ukraine d'un coup. Hein. Surtout qu'en Ukraine, la moitié des Ukrainiens parlent russe. Hein. oui, Et ont mais des familles en Russie. Hein, aussi. c'est pour ça que je parle de perfidie. C'est de la folie. Comparé au jour d'aujourd'hui, un homme à Adolf Hitler, je vous laisse les superlatifs que vous voulez. D'accord, d'accord. Monsieur Moine, le président Macron a eu une mandature quand même assez bouleversée. Hein. C'est un des plus jeunes présidents. Et il arrive, il a les gilets jaunes. Tout de suite après, il a le Covid. Et là, en fin de mandat, il a la guerre en Ukraine et la Russie. C'est quand même un parcours de président qui a été un peu chahuté et chaotique aussi, quand même. Les gilets jaunes. Hein, vous qui étiez gilet jaune, hein, vous êtes devenu actuellement compatriote d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'incompatibilité peut-être, non? Certains pourraient trouver ça paradoxal. Et je vous remercie de me tendre une aussi belle perche. Parce que, Non, parce justement. Mais ça entend de monde causer là. Oui, Ouais, oui. Samuel Moine n'a bien lié avec les gilets jaunes, maintenant il y a Emmanuel bien Macron. sûr, mais C'est quoi ce problème? il n'a rien fait pour gagner ça. Ouais. Il l'a amplement mérité. Et il n'a rien demandé par ailleurs. Il est donc particulièrement heureux et fier de servir la République aujourd'hui, plus la Réunion. 30 ans, j'ai servi la Réunion. Je suis honoré aujourd'hui de pouvoir demain, s'il est aux affaires, servir la France. Pourquoi? Voici un homme qui est entré en politique il y a moins de 7 ans. Il a créé son parti en 2016. Il est devenu président de la République. Il a balayé d'un coup de main, ce que vous appelez la gauche et la droite. C'est ce que j'ai voulu faire avec les Réunionnais depuis 30 ans. Battre ça dehors. Personne n'a entendu. Ça rentrait là, ça sortait là. La moralisation de la vie publique. J'ai prêché ça. C'était un de mes combats. Elle est aujourd'hui une réalité. C'est une loi. Moralisation de la vie publique. L'emploi, c'était mon dada. Je me suis battu durant ces 30 années pour que le Réunionnais travaille. Tous ces présidents nous ont ri au nez. Tous ces gouvernements. Aujourd'hui, il y a un homme de guerre pour l'emploi, contre le chômage. C'est Emmanuel Macron. Au point que la France redevient un pays industriel. Depuis 15 ans, la France perdait des emplois industriels. Avec Macron, le monde entier, les entrepreneurs, les investisseurs du monde entier envient la France et viennent en France aujourd'hui pour investir, pour relancer l'industrie. Comment un homme comme moi qui s'est investi dans ces domaines-là, pour que le Réunionnais travaille, pour que le Réunionnais soit digne, peut-il tourner le dos à Macron? Donc, non seulement
je lui dis bravo, félicitations, je viens aujourd'hui l'encourager avec des propositions concrètes. Moi, je ne viens pas les mains vides. Avec ce comité que nous avons installé au mois de novembre, au moment où tout le monde disait mais Samuel Moïse, c'est fini. Il n'existe plus, il est mort celui-là. D'autres disaient prends la retraite. Mais vous voyez aujourd'hui partout, le comité pousse comme des champions. Dans toutes les communes, il y en aura. Eh bien, ne pas confondre, nous, le comité que nous mettons en place, qui a été installé au mois de novembre, est un comité de la société civile, à ne pas confondre avec les autres comités qui sont en marche. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure, vous m'avez pas donné l'occasion d'y répondre, donc je profite de cette opportunité pour y répondre par le même temps. Moi, notre comité n'est pas en marche. Notre comité est dans la majorité, soutient la majorité présidentielle. On va travailler à côté du président Macron s'il est réélu. S'il nous fait la faveur d'accepter nos propositions, la Réunion sera un phare dans l'océan Indien. Vous avez déjà parlé du port ici dans vos émissions. Vous savez ce que c'est que le monopole? Eh bien, si Emmanuel Macron est réélu, notre comité a une proposition en or pour créer le plus grand hub maritime de l'océan Indien. C'est-à-dire que il n'y aura plus de monopole. On aura des investisseurs qui viendront ici faire des affaires et qui vont faire en sorte que la vie soit moins chère à La Réunion. D'accord. Monsieur, vous parlez tout à l'heure de l'économie. Il faut dire qu'on avance un petit peu. Hein. Vous parlez je vais conclure là-dessus. Oui. Par ailleurs, dans une de nos propositions, il y a ce qu'on appelle le plan Marshall. Emmanuel Macron, durant 5 ans, a fait générer dans les entreprises des activités qui créent de l'emploi, des emplois. Mais non, apparemment, parce que quand il est entré, il y avait 8% de chômage. Là, aujourd'hui, on est à 10% de chômage. Vous plaisantez? En France, oui. Ah ben, et à La Réunion, ça a augmenté encore plus. Non. Hein. Oui. Relisez vos chiffres. Quand il est arrivé, il y avait 8%. Relisez vos chiffres. Aujourd'hui, il y a 10. On a mis tout ça sur la cause du Covid, bien sûr. Non. Et là, on va mettre sur la cause de la guerre. Vous savez, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. La réalité est tout autre. Le chômage a baissé. Ah bon? Parce qu'on a fait venir des personnes extérieures pour travailler? Sinon, un homme comme moi, jamais ne serait aligné derrière le président Emmanuel Macron. Jamais. Vous entendez? Jamais. Mais c'est parce que justement, il a réussi, lui, à faire baisser le chômage, à lutter contre le chômage, à donner les moyens aux entreprises pour que les activités soit, mais alors sans commune mesure avec ce qu'on a vu. Bon, il faudra nous expliquer les 2% de chômage en plus depuis qu'il est arrivé, où il a trouvé ça. Comment? Peut-être que c'est des apprentis qui ne sont plus inscrits à la chambre, au Pôle emploi et qui sont devenus actuellement des chômeurs. Beaucoup de candidats, on fait marcher les chiffres, on peut parler des chiffres. Beaucoup de candidats défilent. Oui. Et même ici. Vous en avez reçu même ici. Ici, on en a reçu beaucoup. Enfin, tout ce qui sont venus à La Réunion. J'ai ici, moi, des propositions concrètes qu'aucun candidat qui est passé chez vous n'a fait pour notre pays, La Réunion. Alors qu'on a un pays ici où la population augmente, on sera 1 million bientôt, et le taux de chômage augmente encore. Hein. Nous sommes le département où le taux de chômage est le plus élevé. Le taux de chômage record d'Europe, c'est à La Réunion, où 160 000 Réunionnais ne travaillent pas. Et aucun candidat qui a défilé ici ne vous a fait des propositions sur cette question-là, qui est la question majeure, prioritaire, après le Covid. Alors, vous avez mal écouté parce qu'ils ont tous fait des propositions sur l'emploi à La Réunion. Ils ont tous fait. Sur l'agriculture, par exemple, ici à La Réunion. Sur l'économie, ici à La Réunion. L'industrie à La Réunion, ici. Ils ont fait des propositions. Mais peut-être que ce n'est pas les bonnes propositions que vous attendez. Alors, proposez-nous ce qu'il faudrait faire pour diminuer le chômage ici à La Réunion. Alors, on est preneurs, nous, de toute façon. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un plan Marshall qui ne va pas... Et vous savez ce que c'est qu'un plan Marshall, hein? Qui ne va pas se résumer. Ça veut dire que si c'est grave un plan Marshall, hein? Le plan Marshall, c'est ce qui a permis à l'Europe de faire en sorte que la France soit debout. Marshall, c'est un général américain. Bien sûr.
Donc, les Européens se sont inspirés de ce qu'il a fait aux États-Unis pour donner un coup de pouce après la guerre à la France. La France était à genoux. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus. C'était un vrai désastre. Et Mais qu'est-ce qui va justifier un plan Marshall en France alors? Les mots, pas en France, à La Réunion, parce qu'en France, il y a des villes comme Marseille qui ont bénéficié d'un plan Marshall. Marseille. La ville de Marseille a bénéficié d'un plan Marshall. Et pourtant, il y a moins de chômeurs à Marseille qu'à La Réunion. Il y a plus de travail en France en général. Il y a moins de... Marseille, est-ce qu'on peut comparer Marseille à La Réunion? Non, on ne compare pas Marseille à La Réunion. Nous ici, on est insulaires. Ici, si on ne trouve pas du travail ici, on va à Saint-Pierre. Mais si on ne trouve pas à Saint-Pierre, on s'arrête là. Alors qu'en France, si on quitte Marseille et puis on va à Lyon, on ne trouve pas de travail à Lyon, on va à Paris. Mais raison de plus. Vous prêchez dans mon moulin là. Oui, vous mettez de l'eau dans mon moulin. Ça voudrait donc dire que si on trouve intérêt, l'importance de pouvoir attribuer à Marseille les moyens de se développer, qui passe par un plan Marshall, ça voudrait dire que La Réunion devrait encore plus que Marseille et toute la France réunie avoir ces moyens-là. Parce que ici, les retards en termes d'équipement public structurant sont énormes. Vous voyez la messe que vous dites tous les matins là sur la route du littoral. La seule route qu'on a à La Réunion, c'est la circulaire. Vous voyez, avec le Covid aujourd'hui, on n'a qu'un hôpital. Hein? Regardez nos écoles aujourd'hui. Nos enfants, quand ils vont à l'école, tout à l'heure je vous disais que je ferai des propositions sur les emplois. Rien que dans les écoles, on pourrait faire travailler toutes les mères de famille de La Réunion. Rien que sur les écoles, les lycées et les collèges, notamment avec la situation du Covid aujourd'hui, parce qu'il faut protéger nos enfants. Et pas seulement. Il y a plusieurs postes sur les crèches, dans les maternelles. C'est des milliers d'emplois qui peuvent être créés. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'État va devenir le premier employeur ici. Hein, on va presque à la limite devenir dans un pays communiste, là, si on compte bien. Non, mais où est le problème? C'est-à-dire que si on prend où est le problème? Est-ce que c'est l'État qui devient leur employeur? Vous savez bien que quand une commune emploie des employés, vous savez bien comment ils travaillent. Mais non, justement, il faut changer la donne. Quand c'est l'État qui emploie les fonctionnaires qui ça ne sera du tout pas comme ça. Comment tu contrôles ça? Permettez-moi. Là, merci. C'est compliqué. Je vous remercie d'avoir soulevé cette question. Je vous remercie. On va avancer après. Vous remercie d'avoir soulevé cette question. Vous savez pourquoi des hommes comme moi s'investissent aujourd'hui en politique à côté d'Emmanuel Macron? C'est justement pour changer cet état d'esprit et faire en sorte que les gens travaillent et gagnent mieux leur vie. Dignement, mieux. De toute façon, c'est ce que tout le monde espère de toute façon. Pourquoi? Parce que les hommes politiques, d'une manière générale, que vous avez aujourd'hui, ce sont des bras cassés. Est-ce que vous admettez, vous êtes un chef d'entreprise, comment pouvez-vous embaucher un plombier à la place d'un maçon? Et vous voulez du rendement dans le travail? Les hommes politiques ne maîtrisent pas leur dossier. Ils ne savent pas ce qu'ils font et c'est eux qui disent aux gens ce qu'il faut faire. Vous comprenez ça? Il y a un paradoxe terrible là. C'est comme si, demain matin, vous voulez construire une maison, au lieu d'avoir tous les corps de métier avec vous, vous n'avez que des bras cassés, c'est-à-dire des gens qui... Donc si je comprends bien, le gouvernement n'est pas bon. Non, ce n'est pas du gouvernement qu'il s'agit là. Mais vous avez dit les politiques qui nous gouvernent, c'est qui? C'est le gouvernement actuellement. Je vous dis, les hommes politiques d'une manière générale, je parle d'ici en particulier. Ce qui se passe ailleurs m'importe moins, peu. Si, d'une manière générale, les hommes politiques ne sont pas... Allez, doué de qualité extraordinaire, ça se saurait. D'accord? Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là. C'était pour vous dire, pour vous donner une illustration concrète, que si on veut construire une maison, on prend du gros œuvre, on prend les corps de métier pour construire une maison. On ne va pas chercher les gens dans les quartiers, les gens qui ne maîtrisent pas ce qu'il faut. Or, en politique, c'est tout le contraire. Quand vous prenez les hommes politiques, dans leur généralité, ils vous parlent de tout. Mais ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent. D'une manière générale, regardez encore le problème que nous avons aujourd'hui avec toujours la classe politique.
les gens défilent d'ici. Ils viennent faire une campagne électorale. Et ils ne disent pas aux Réunionnais, de la même manière que les Réunionnais eux-mêmes ne font pas des propositions. Mais c'est les Réunionnais qui ont voté pour ces politiques qui sont en place. Je viens de dire, de la même manière que les Réunionnais ne font pas de propositions. Et quand parfois elles sont faites, elles ne sont pas souvent retenues. Mais ils ne disent pas aux Réunionnais, demain, si je suis élu, je ferai en sorte que vos enfants soient sécurisés dans leurs écoles, la tranquillité publique. Je ferai en sorte que vous ayez des hommes et des femmes dans les bibliothèques. Je ferai en sorte que quand votre enfant va à l'école le matin, quand il veut traverser la rue, une voiture ne puisse pas l'écraser. Je ferai en sorte que ce pays se développe. Je ferai en sorte que demain, le riz soit moins cher dans tel supermarché ou ailleurs. Je ferai en sorte que des hommes et des femmes soient au travail. Je ferai en sorte que ce travail paye mieux. D'accord, monsieur Moine, on va avancer. Alors, pourquoi le gouvernement en place ne l'a pas fait? Puisque quand on sait, par exemple, qu'actuellement, avec la crise du Covid, il a été dépensé à peu près l'équivalent de 750 milliards d'euros. Hein, la France a dépensé ça. Et que pour relancer une économie, pour faire en sorte que le taux de chômage en France, par exemple, descende en dessous de la barre des 5%, il aurait fallu 100 milliards d'euros. Hein? Alors, c'est beaucoup moindre. Hein? On a dépensé énormément dans une crise Covid, alors qu'avec pour 750 milliards, alors qu'avec 100 milliards d'euros, on aurait pu donner du travail à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, si la crise Covid, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu là-dedans, là, on va finir un instant l'émission, et on n'a pas arrivé à ce sujet-là, cette crise Covid. Moi, je l'appelle la crise. Hein. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est vraiment une crise qu'on nous a fait subir, ou bien c'est une crise qu'on a voulu nous faire subir? Vous aussi, finalement. Je pose la question. Décidément, bon. Vous êtes le diable et l'avocat en même temps. Donc, je pose des questions. Je suis celui qui ne sait pas. Vous êtes celui qui sait. Ah non, moi, je n'ai pas cette prétention. De vous poser des questions pour que je puisse mieux savoir. Je n'ai pas cette prétention. Je demande pardon aux téléspectateurs. Une crise qu'on a voulu nous faire entrer dans la tête par je ne suis pas maillet, ou bien sinon une crise. Je ne suis pas de cette école-là. Vous devez le savoir puisque vous me connaissez personnellement. Parce que le président Macron est très contesté là-dessus. Vous devez le savoir puisque vous me connaissez personnellement. Je n'ai pas fait des études de médecine. Je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas médecin. Aucun homme politique n'est chercheur. Aucun homme politique n'est médecin. Ils sont généralement avocats, ou bien sinon ils sont sortis de l'ENA. Là, il ne s'agit pas des hommes politiques, là, parce que non, mais c'est les hommes politiques qui ont mis en place cette crise. Ce sont ces experts qui conseillent les politiques. Et voilà. Et les politiques décident. Mais ils décident sur la base des conseils des experts. Moi, je n'en suis pas un. Par contre, j'ai peur de ceux qui ont la facilité de comparer les choses qu'on ne devrait pas comparer. Quand on parle de cette crise dans laquelle nous sommes, on parle de ce danger Covid-19 et qu'on dise un instant qu'on aurait pu faire ceci ou cela, c'est un peu trop facile. Après coup. Alors on doit dire que tout ce qui a été fait par le gouvernement actuellement, c'est bon. Amen. Je ne crois pas qu'on ait à choisir entre le travail et la santé. Quand le président nous a mis tout le monde confiné chez nous pendant des mois, que l'économie s'est arrêtée et que tout le monde a perdu de l'argent et que les enfants à l'école ont perdu des mois et des mois d'éducation. C'est vous qui avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il fallait investir ici ou là, Covid ou emploi? Une bonne solution? Non. Est-ce que c'était la solution qu'il fallait prendre? Ce que je sais et ce que j'approuve, c'est ce que le gouvernement et son premier chef, le président de la République, ont fait. Les choix qu'ils ont faits pour la France, pour l'Europe, aujourd'hui, sont des choix qui sont des exemples dans le monde. Aucun pays européen n'a fait mieux que la France. D'accord. Monsieur Moine, on va arriver à la fin de cette émission. On va parler
plus concrètement là, les 5 prochaines minutes qui arrivent là, on va parler politique vraiment là, parce que les élections arrivent. On a des gens qui sont là et qui sont candidats déjà. On a Fabien Roussel qui a déjà ses 500 signatures. On a Mélenchon qui vient d'avoir ses 500 signatures dernièrement. On a Valérie Pécresse aussi qui a ses 500 signatures. Le président Macron, on n'en parle pas, mais on est presque sûr qu'il va les avoir. Hein. De toute façon, s'il va pas les avoir, hein, quoi qu'il lui reste pas beaucoup de temps hein, pour faire valider ces 500 signatures. Hein, mais je pense que ça a été fait entre-temps hein, et grâce à monsieur Hollande hein, qui avait mis en place cette loi un peu... Moi, j'estime que c'est une loi un peu débile parce que quand plus de 90% des maires et des conseillers régionaux n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on sache pour qui ils ont voté. Hein? Un vote doit être secret. Quand vous allez voter pour le président, vous entrez dans l'urne, on ne va pas vous dire qu'en sortant, montez votre billet pour lequel vous avez voté. Et bien, quand vous votez pour un président pour avoir ces 500 signatures, c'était comme ça avant. Alors Hollande est arrivé, il a dit non, maintenant il faudrait que le vote soit public, qu'on sache pour qui vous avez voté. Vous êtes pour, vous êtes contre, quel est votre sentiment là-dessus, monsieur Moine? Alors, Jean-Claude, je ne sais pas si votre caméraman peut faire un plan. Ça y est. Agir pour le vivre ensemble, c'est écrit au-dessus. Oui. Vous savez ce que la Réunion a de meilleur? C'est ça. Envié par le monde. Mais là, je ne parle pas de la Réunion. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur. Moi, je parle de ces nous parlons du vote, là. Nous sommes obligatoires. Ce moment est capital. On parle du vote, là. Là, vous déviez la question, là. Ce vote, tous ces hommes et toutes ces femmes qui prétendent diriger la France demain et qui n'ont qu'un seul mot à la bouche: virer Emmanuel Macron. Monsieur Moine, vous êtes contre ça, le projet? Les 500 signatures qui sont rendues publiques? Non, ça répond pas à ma question. Ça répond pas à ma question là. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le fait que François Hollande a décidé dans son mandature d'avant? Parce que c'est un détail. C'est important. Vous allez avoir peut-être là des personnalités comme Marine Le Pen, comme Zemmour par exemple, qui ne vont pas pouvoir se présenter. Vous me donnez des arguments. Laissez-moi répondre. Vous répondez pas à ma question. Laissez-moi répondre. Je vais y venir. Ils vont être obligés peut-être de s'abstenir à cette élection. Mais non, seulement à cause de quelque chose de ces 500 signatures. Je montre encore, parce que même vous, ça vous a échappé. Si demain, un candidat, quel qu'il soit, et surtout une que vous venez de citer, Marine Le Pen, venait à gagner l'élection présidentielle, la Réunion sera rayée de la carte. Parce qu'après les étrangers en France, les immigrés, il va s'attaquer aux ultramarins. C'est votre point de vue, bien sûr. Absolument, mais je le dis. Donc, que ce soit Marine, votre point de vue, que ce soit Zemmour, après les étrangers, ils vont s'attaquer aux ultramarins. Vous avez entendu votre Valérie Pécresse? Elle veut mettre les barbelés. C'est-à-dire que Poutine est moins dangereux que Valérie Pécresse. Et par contre, Valérie Pécresse elle a oublié. Emmanuel Macron, comme on dirait en bon latin, une solidum tous les deux. Hein. Ils sont les deux de la droite et la droite très proche. Si demain, heureusement que cela ne risque pas d'arriver, je n'ai pas peur. Parce que Emmanuel Macron sera réélu. Je n'ai pas peur de Marine Le Pen. Je n'ai pas peur de Marine Le Pen. Ce que je redoute. Vous avez peur d'Éric Zemmour, par exemple? Ce que je redoute. De Mélenchon, peut-être. Parce que lui, il sera dans la course. Hein. Il a ses 500 signatures, là. Mélenchon ne peut plus être président de la République en France. Et pourtant, c'est un des candidats, c'est le candidat aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui a un très bon programme sur le plan politique. Un très bon programme. Mais sa personnalité clivante, un peu comme la mienne, fait qu'il ne peut plus être président de la République. Il a terni son image, j'ai bien dit comme moi.
il a heurté l'opinion, il a heurté la population, il a heurté les électeurs. Pourquoi? C'est parce qu'il aime pas la police, il aime pas les gendarmes, il aime pas les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont venues vous mettez du lot dans mon moulin. Je ne sais pas s'il les aime pas. Mais en tout cas, il n'y a pas que les forces de police. Je ne sais pas s'il les aime pas. Il y a aussi d'autres personnes qui votent. Moi, je ne vais pas lui faire ce procès. Je ne sais pas s'il les aime pas. Mais Macron, les images, les gilets jaunes ne vont pas voter pour lui, par exemple. Eh ben, ils ont tous leur. Ça existe encore ça? Ça existe encore ça? Vous avez dit quoi? Gilets jaunes? Les gilets jaunes. Mais si les gilets jaunes existaient, je ne serais pas aujourd'hui avec Macron. Ça existe ça? Ça existe? Les gilets jaunes, ça risque de faire un petit peu comme les camionneurs. Là, ça c'était à un moment donné, puis ça remonte sur la route à un autre moment donné. S'il vous plaît, monsieur Coinlin, les gilets jaunes ont vécu. Ne parlez pas des absents. Jamais. Je parle des gilets jaunes, je parle pas d'une personne. Là, non, ici, je parle des gilets jaunes. Je veux dire que demain, par exemple, arrive encore un problème, les gilets jaunes vont monter sur la route. Je viens de vous dire, les gilets jaunes ont vécu. Apparemment, vous n'entendez pas. Pourtant, c'est pas ce qui se passe. Pourtant, c'est pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On les voit encore sur les réseaux sociaux. On les entend encore parler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on leur donne pas la parole. Moi, s'ils viennent ici, je donne la parole exactement comme vous. Non, mais les gilets jaunes ont vécu. D'accord? Vous avez un problème, il dit, pas capable de mort sans. Ça a essayé? Ça, c'est un peu comme les gilets jaunes. Mais ils vont réessayer. Il est mort sans essayer. Donc, quand on donne mort, on ne peut plus essayer. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Alors, on arrive. Vous avez les morts vivants. On va finir. Vous voyez un deuxième tour avec Emmanuel Macron, bien entendu, mais avec qui? Moi, je ne lis pas sur dans les mares de café. Des pronostics. Quand vous allez regarder le football, vous faites des pronostics. Je n'ai pas peur. Le comité de soutien de la société civile pour la réélection d'Emmanuel Macron, que j'ai l'honneur de conduire à la réunion, fera de son mieux. D'accord. Donc, qui est le concurrent le plus direct d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Vous suivez un peu le football? Non, pas du tout. Non, pas du football du tout. Mais j'aime les pronostics. Bien. On va rester en politique. Comme on va dire pour les chevaux, par exemple, les courses de chevaux. Voilà. Ah bien. Voilà. Moi, il m'est arrivé parfois de miser sur les favoris. Mais toute ma vie, j'ai joué, quand je jouais, avec les tocards. Ouais. Parce que quand moi j'allais là-bas, à la banque, c'était pas pour prendre 2 €, 3 €. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et lorsque vous jouez un favori, c'est même pas la peine d'aller à la banque. Au PMU, on vous paye. Hein? Et même les autres turfistes peuvent vous rembourser. Par contre, quand le tocard gagne, là, il faut aller à la banque. Hein? Ah bon, oui. Voilà. Donc vous avez tout compris. Oui, d'accord. Donc, il risque d'avoir dans ces élections-là, si je comprends un petit peu vos sous-entendus, qu'il y aurait peut-être des tocards de la politique. Tocard, c'est pas un mot péjoratif, puisqu'on l'emploie dans les causes de chevaux. Un tocard de la politique qui risquerait de venir et de contrecarrer Emmanuel Macron de deuxième tour. On risque de voir des surprises. Il y a déjà un tocard dans la course. C'est pas qu'il risque, il y a déjà un tocard dans la course. Mais je suis en train de vous dire que nous n'avons pas peur. Peut-être que lorsque je parle à la première personne, on ne m'entend pas bien. On ne me comprend pas bien. Notre comité, le comité de la société civile, il n'est pas venu là par hasard. C'est la société civile qui va diriger la France demain. Pourquoi la réunion serait-elle en reste? Et donc, la société civile, vous êtes chef d'entreprise, vous. Oui. Vous savez de quoi on parle quand on parle d'activité. Vous savez de quoi on parle quand on parle d'argent. Heureusement. Ben voilà. Donc, si demain, on vous confie une responsabilité, vous ferez à cœur, vous tiendrez à cœur votre responsabilité. Vous prendrez votre responsabilité fermement, mais sérieusement. Aujourd'hui, tous ces bras cassés qui sont en politique, pour la plupart, nous allons continuer le travail que Emmanuel Macron a commencé. Faire entrer la société civile en politique, c'est éclairer, c'est faire émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Battre ça dehors, donne ça aux requins. Et cette émergence d'une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques va faire en sorte qu'on va purifier
purifier, j'emploie les mots que n'importe quel gamin peut comprendre, on va purifier la maison. La maison sera saine. Et donc, petit à petit, on va redonner confiance aux Français, aux Réunionnais en particulier. Les gens vont travailler. Les gens pourront aller au marché. Les gens pourront aller se faire soigner. Les gens pourront circuler parce qu'il y aura des équipements publics circulants en nombre. Donc, on pourra vivre dignement. On aura moins de violence. On aura moins de heurts comme aujourd'hui. Pourquoi j'ai montré ce t-shirt? Le vivre ensemble, l'unité réunionnaise. Si demain, vous prenez un tocard au lieu du favori, la France sera en lambeaux. D'accord. Et la Réunion, ça la va être première. notre dernier mot, ça va être votre dernier mot. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on avait prévu 30 minutes, on est à 50 minutes. Je vous ai laissé parler comme c'était prévu. Vous m'avez dit, ne vous coupez pas, ne prenez pas la parole souvent comme vous avez l'habitude de faire, Jean-Claude. Laissez-moi parler, j'ai des choses à dire. Vous avez vu que je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je vous laisse conclure. Une minute. Ma minute de conclusion pour la France. Oui. Comme je disais aux Ukrainiens tout à l'heure, au peuple ukrainien, de ne rien céder, de se mettre debout, de continuer la résistance. Je souhaite dire au peuple de France de se tenir prêt. Parce que Poutine a voulu voler l'élection présidentielle. Il a voulu voler cette campagne électorale et par là même l'élection présidentielle. Ne laissons pas faire. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule réponse. Le 10 avril, il faut que la France se mette debout comme un seul homme. Je ne vous ai pas dit pour voter pour un tel ou un tel, non. Mais se mettre debout, ça veut dire que personne ne doit rester à la maison pour signifier à Poutine que ce n'est pas lui qui dicte son agenda à la France, d'une part, et qu'il ne va pas nous voler cette élection présidentielle. Peuple de France, lève-toi. Ce moment est historique. Merci beaucoup, Monsieur Samuel Moine qui était avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, on se retrouve très prochainement alors. Après Merci les élections peut-être, pour faire un point. Pourquoi pas? D'accord, merci beaucoup. Mais peut-être que je ne serai plus ici. Ah, merci, vous serez encore là. Vous croyez? Oui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.